Donc bonjour à tous, conférence sur les biais cognitifs. L'idée aujourd'hui c'est de voir comment les reconnaître, en tout cas certains, comment les éviter et comment atténuer leurs impacts. Donc pour ceci on va dérouler le plan. Donc d'abord voir qu'est-ce qu'un biais cognitif, ensuite quels sont les biais cognitifs les plus impactants en entreprise et comment atténuer leurs impacts. Donc on commence tout de suite par la première partie, qu'est-ce qu'un biais cognitif. Alors pour commencer, je vais vous demander de regarder donc ces cases, cet échiquier. Quelles sont les couleurs des cases A et B sur cet échiquier? Alors, ça paraît évident que A est grise foncée et B blanche. Et en fait, elles sont exactement de la même couleur toutes les deux. Donc si on enlève vraiment tout ce qu'il y a autour, on voit qu'elles sont exactement de la même couleur. Ce qui est intéressant avec ce biais-là de perception, c'est que votre cerveau a en fait analysé l'ensemble des informations qu'il y a autour, et notamment l'ombre de la figure verte, pour interpréter la couleur des cases et vous donner une couleur de case qui correspond à l'interprétation de l'ensemble des informations. Quelle est la couleur de cette robe? Donc là, pareil, je vous invite dans le chat éventuellement à communiquer, à échanger entre vous pour dire de quelle couleur vous voyez cette robe. Je vous laisse quelques secondes. C'est un truc qu'on a vu sur Internet tourner il y a pas très long, il y a quelques années, un an ou deux, qui avait fait le buzz. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce truc en fait. Cette robe, certains vont la voir blanche et dorée, et pour d'autres, elle est noire et bleue. Et en fait, cette différence de couleur qu'on peut voir dépend de finalement de la luminosité sur l'image, et donc comment vous interprétez le niveau de luminosité de l'image. Et on voit que quand on change la luminosité, on change la couleur la couleur de la robe. Donc ça, c'est un truc qui avait fait le buzz il y a quelques temps, puisque pour la même image, on peut voir des couleurs complètement différentes. Donc maintenant, je vous propose une petite vidéo, et je vais vous demander d'être très attentif au nombre de passes que l'équipe en blanc se fait. Combien de passes fait l'équipe en blanc? Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Alors c'est une publicité pour la prévention routière, pour penser aux cyclistes. Voilà, donc ce qui est assez marrant, effectivement, c'est que quand on ne fait pas attention, quand on est focalisé sur quelque chose, notre attention est focus sur un point, on a du mal à voir d'autres éléments de notre champ de vision. Et donc ça aussi, c'est un des points essentiels, donc qui est bien connu des magiciens. Ils arrivent finalement à vous porter l'attention à un endroit pour pouvoir faire leur tour de passe-passe de l'autre côté. Donc ça, c'est des techniques de manipulation de l'esprit qui sont assez connues depuis très longtemps. Donc un biais cognitif, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un raccourci de pensée qui peut être spontané et inconscient, et qui peut induire en erreur. Donc là, on en a vu quelques-uns qui étaient plutôt des biais, on va dire, de perception ou de vision. Il existe en fait plusieurs catégorisations possibles des biais cognitifs. Donc là, je vous propose donc un ensemble une catégorisation. Il y en a plusieurs qui sont possibles, mais en voici une qui n'est pas plus ou moins vraie que d'autres, mais qui est assez pratique.
On a donc dans la présentation que je vais vous faire, on va retrouver le code couleur qu'on voit ici, c'est-à-dire que en gris, les biais cognitifs qui sont plutôt liés à la mémoire, en vert foncé, les biais cognitifs qui sont liés au fait d'avoir trop d'informations. Donc le cerveau, quand il y a trop d'informations, il va devoir finalement filtrer et choisir les informations qui sont les plus utiles. On verra qu'on est plutôt attiré par les détails qui vont confirmer notre propre croyance préexistante. Enfin, il y a plein de biais qui sont liés à ça. En bleu, on va avoir tous les biais cognitifs qui sont liés au fait de manquer de sens. Le cerveau a besoin de créer du sens, créer une certaine forme de logique, même si elle est incomplète, pour pouvoir refabriquer ses histoires, refabriquer sa mémoire, rendre cohérent le réel avec un minimum d'informations. Il va appliquer des règles en fait qui vont automatiser la construction de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. Et le besoin d'agir vite, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement de manière générale avec les biais cognitifs. On a des biais cognitifs parce que on cherche à agir rapidement. Et donc, tous ces biais cognitifs sont finalement très propres à des automatismes qui nous viennent de la nuit des temps et qui nous permettent finalement de faire le tri entre les informations pertinentes ou pas et d'agir rapidement. Et le fait de donner du sens, même s'il est inventé, est pratique pour ça. Donc un petit test. Est-ce que vous êtes bon conducteur? Donc Maxime va nous partager un petit questionnaire dans le chat, si ce n'est pas déjà fait. Alors je ne vois pas ce qu'il y a dans le chat, hein, parce que je suis sur les slides là en live. Mais voilà la question à laquelle je vous propose de répondre. Êtes-vous bon conducteur? A, dans les meilleurs 25%. B, dans meilleur que la moyenne. Donc dans les 25% au-dessus de la moyenne, mais en dessous des meilleurs. C, en dessous de la moyenne. Et D, dans les pires 25%. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Maxime, tu me dis si c'est OK. C'est en cours. Voilà, on a une bonne dizaine de résultats. Donc, en A, il y a 35%, B, 42%, C, 14% et D, 7%. Donc, combien déclarent être moins bon que la moyenne, C ou D? Du coup, tu disais là, c'est passé à 18 et 6%. 18 et 6%. Donc, on a 24% qui se déclarent dans les 50% en dessous de la moyenne. D'accord. Donc, là, c'est assez marrant parce que ce test, quand on le fait on a fait cette expérience dans pas mal on a reproduit plusieurs fois. Et en général, on a 90% des personnes qui se déclarent meilleures que la moyenne. Et voilà, donc on a cette tendance, ce biais cognitif finalement, qui correspond au fait de soit d'avoir du mal à s'auto-juger, soit peut-être avoir une tendance à se voir meilleur qu'on est, ou parfois d'ailleurs pire, parce que pour d'autres, ça va être l'inverse. Et en tout cas, voilà, en général, 90% des gens se déclarent meilleurs que la moyenne. Donc maintenant que vous savez ça, est-ce que votre avis change maintenant que vous le savez? Est-ce que vous décidez, voyant que la répartition ne correspond pas finalement à ce que ça devrait être, est-ce que ça vous fait changer d'avis? Maxime, est-ce qu'il y a eu des... Alors, sur 15 réponses, il y a une seule personne qui a dit que oui, ça la faisait changer d'avis. D'accord. Donc, en général, eh ben, le fait d'avoir cette information ne fait pas changer d'avis. Alors, il y a des limites à cette question, parce que ça se trouve, vous êtes tous en fait d'excellents conducteurs, objectivement. C'est vrai aussi que c'est assez difficile d'estimer finalement qu'est-ce que c'est qu'un bon conducteur. C'est pas comme si on avait une note en classe très objective. Donc, c'est vrai que c'est une question un petit peu piégeuse même dans l'énoncé. Mais disons que c'est un exemple qui est assez illustratif et assez intéressant
pour faire passer en fait cette idée qu'on a un peu du mal à s'auto-évaluer. Et donc, les biais cognitifs, pour la plupart, même quand on est au courant, même quand on sait qu'on est sujet au biais cognitif, ça ne nous empêche pas de tomber dedans. Donc, quel est le segment le plus grand? Bon, je crois que c'est évident que le segment du dessus est plus grand. En fait, c'est aussi une illusion d'optique qui est assez connue. Les deux segments sont exactement de la même longueur. Pour le personnage le plus grand, donc à votre avis, quel est le personnage le plus grand? Donc là, ça paraît évident aussi, on le voit, hein, on le voit que le personnage derrière est plus grand, et pourtant, ils sont exactement de la même taille. Vous pouvez le vérifier avec une règle chez vous. Les deux personnages sont exactement de la même taille. Donc là encore une fois, c'est des effets d'optique, des biais de notre cerveau qui interprète en fait les différentes informations, mais qui va même jusqu'à nous modifier la taille de ce qu'on voit. Autre exemple qui est assez intéressant, les tables de Shepard. Si je vous demande de comparer les formes de ces tables, ça paraît aussi évident que la table de gauche, elle est en longueur, alors que la table de droite, elle est plus en largeur. En tout cas, que la table de droite, on va dire, est plus large que la table de gauche, alors que en réalité, c'est exactement le même parallélépipède qu'on a, le même trapèze qu'on a des deux côtés. Là, il n'y a pas d'effet d'optique, enfin, comment dire, il n'y a pas de truc dans la vidéo que vous voyez. On a bien vraiment la même longueur à gauche et à droite. Alors, je sais que c'est assez dur à croire. Et je vous invite, pareil, à mesurer avec une règle ou avec un doigt ou une feuille pour constater qu'effectivement, ces deux rectangles sont exactement des mêmes dimensions. Et là encore, le cerveau va utiliser les informations qu'il a autour, il va nous construire une image de la réalité. Donc, ce qu'on perçoit, c'est uniquement une construction de la réalité. Et il va même jusqu'à interpréter toutes ces informations-là pour modifier les dimensions de ce qu'on voit, pour nous donner à voir quelque chose qui correspond au sens qu'il a interprété. Voilà, pour vous donner une métaphore, ce qu'on voit de la réalité, ce n'est pas la réalité, c'est une forme de tableau de la réalité avec tous ces défauts. Et il y a un très grand nombre de biais cognitifs qui nous viennent de cette construction du fait que on voit finalement le tableau et on ne voit pas la réalité. Et donc, si je vous ai montré tous ces biais cognitifs qui sont des biais de perception, des biais d'attention, des biais de visualisation, dites-vous que c'est exactement la même chose, voire pire, pour tout ce qui va être de l'interprétation, du raisonnement, de donner du sens, de la mémoire, etc. On est vraiment sujet à énormément d'erreurs liées à nos biais cognitifs. Donc les biais cognitifs sont automatiques et inconscients, donc souvent ils vont être impossibles à maîtriser. Ça va beaucoup trop vite, c'est en dessous du seuil de conscience, on est à moins de 500 millisecondes pour tous ces calculs qui sont faits dans notre cerveau et qui fait qu'ils sont impossibles à maîtriser pour un très grand nombre. Donc, je vous présente donc une expérience assez intéressante qui nous montre que les gens préfèrent généralement, donc, on a fait un test en fait, on a fait passer pas mal de tests sur tout ce qui est en fait l'importance le fait qu'on donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on peut avoir dans l'instant présent, ce qu'on peut avoir immédiatement. Et donc, il y a des expériences qui montrent que les gens préfèrent généralement 50 € tout de suite à 100 € dans 2 ans. Et inversement, mais par contre, ils préfèrent 100 € dans 10 ans plutôt que 50 € dans 8 ans. C'est-à-dire que le fait de porter plus de valeur à quelque chose qu'on va avoir 2 ans avant, c'est vrai quand on l'a tout de suite, c'est pas vrai dans 10 ans, dans 8 ans. Je vous propose une autre expérience. Donc, pour vous illustrer en fait un certain nombre de biais qui peuvent être liés au choix, on a fait une expérience 1
avec ce qu'on appelle un cadrage positif, c'est-à-dire que on va présenter deux options, A et B, donc vous voyez dans la même colonne, qui utilisent plutôt des termes positifs, comme le terme sauver. Et donc on demande donc aux gens, est-ce que vous préférez A, sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr, ou bien B, une chance sur 3 de sauver les 600 personnes. Et dans l'expérience 2, on leur présente finalement vous voyez que les questions, les réponses A et A, finalement, sont équivalentes. C'est-à-dire que dans l'expérience 2, on leur représente les mêmes options, mais avec un cadrage négatif, c'est-à-dire qu'on utilise plutôt des termes négatifs, comme le terme mourir. Donc la réponse A, c'est laisser mourir 400 personnes, et B, 2 chances sur 3 de voir 600 personnes mourir. Évidemment, toutes les réponses de l'expérience 2 se valent, hein, et les réponses de l'expérience 1 se valent aussi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les pourcentages de réponses sont très différents en fonction de la manière dont on leur présente la question. Quand on présente finalement un cadrage positif, quand on met en avant finalement des gains, on va avoir une aversion au risque, c'est-à-dire qu'on va préférer des choses qui sont certaines, alors que quand on présente plutôt un cadrage négatif, quand on parle de mort par exemple, où tout de suite on va jouer sur l'émotion négative, alors là, les gens, alors c'est lié à du stress, c'est lié à une forme de peur, les gens sont beaucoup plus enclins à prendre des risques et à faire des paris en fait. Donc là encore, ce sont des techniques où on se rend compte qu'on peut modifier donc les choix des gens en fonction de la manière dont on présente les choses. Donc tout le monde n'est pas sensible au même biais, c'est-à-dire que dans l'expérience qu'on a vue précédemment, on voit que tout le monde ne réagit pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sensible de la même manière déjà au même biais, et dans une certaine expérience, tout le monde ne va pas répondre exactement de la même manière. Donc autre petit test, petit jeu, une raquette et une balle coûtent au total 5,10 €. La raquette coûte 5 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Donc je ne sais pas si ça chatte un peu pour échanger les réponses, mais voilà la bonne réponse en tout cas. C'est que la raquette coûte 5,05 € et la balle coûte 5 centimes. Là, on est sur un biais finalement lié au fait que l'information est très proche. Beaucoup de gens vont répondre spontanément que la raquette coûte 5 €. Enfin, je sais plus ce que les gens répondraient en fait spontanément. Ouais, 5 € et 10 centimes, j'imagine. Mais pourtant, voilà, là encore, c'est un biais cognitif qui est issu finalement de la manière dont est présentée les choses. Autre biais cognitif qu'on rencontre dans l'armée. Alors ça, vous voyez sur l'image de gauche une statistique des impacts de tir sur les avions qui revenaient du front. Alors, on est pendant la Seconde Guerre mondiale sur des avions en fait alliés qui partaient bombarder au-dessus de l'ennemi. Et la question qui se posait à l'époque, en voyant cette étude statistique, c'était comment on peut renforcer à moindre coût en poids le blindage des avions. Et donc, en regardant donc les statistiques, leur premier réflexe a été de se dire bon, on va renforcer là où il y a le plus d'impact de balles. Comme ça, on va renforcer le blindage des avions. Et là, on a un ingénieur en fait américain qui par rapport à ça réagit en fait en disant mais ce serait une erreur parce que finalement les statistiques qu'on a fait ne sont basées que sur les avions qui rentrent du front. Donc ça veut dire que partout où vous voyez des impacts, où il y a des absences d'impact de balles, c'est justement que ces impacts de balles ont été fatals pour les avions. Donc notamment au niveau des moteurs par exemple ou au milieu des ailes. Et donc voilà encore un biais cognitif parce qu'au départ il était parti pour renforcer là où il y a le plus d'impact visible ici. Et ça encore, c'est un biais cognitif, un peu le biais du survivant,
on a tendance à prendre en compte que ceux qui restent, alors qu'il faut prendre l'ensemble des cas. Donc, ce sont des erreurs qui peuvent être assez évidentes quand on fait des statistiques, par exemple, ou quand on est assez à l'aise en mathématiques, mais ce sont de genres de biais cognitifs dans lesquels on peut tomber. Donc, le nombre de biais cognitifs est limité et nous tombons toujours dans les mêmes pièges, c'est-à-dire que limité, il y en a environ, il y en a un peu plus de 200 qui ont été répertoriés à l'heure actuelle, et on va toujours tomber dans les mêmes pièges. C'est-à-dire que, quels que soient les êtres humains sur Terre, on va tous tomber dans les mêmes. Alors, comment dire, on a un certain nombre, il y a un certain nombre de types de pièges dans lesquels on tombe. Par contre, tout le monde ne tombe pas exactement dans le même piège au même moment. Et vous pouvez tomber dans un piège à un certain moment et pas à un autre. Et voilà. Et en fonction de votre personnalité aussi, vous pouvez avoir tendance à tomber plutôt dans certains pièges ou d'autres, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques propres à votre histoire, propres à votre culture, propres à qui vous êtes. Donc, connaître les biais cognitifs, ça permet de mieux les détecter. Donc ça, c'est une des techniques qui est utile pour réussir à moins se faire avoir par les biais cognitifs, c'est de commencer par les connaître. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'en partager certains. Et après, vous avez effectivement le codex des biais cognitifs qui est disponible sur Internet, où vous avez tous les biais cognitifs qui sont disponibles. Et voilà, il suffit de taper codex biais cognitifs et vous pouvez le récupérer. Et c'est quelque chose qui peut être utile. Donc maintenant, on va regarder ceux qui sont les plus impactants en entreprise. Donc on commence par les biais de résistance au changement. L'effet boomerang, qu'est-ce que c'est? C'est quand une tentative de persuasion a l'effet inverse de celui qui est attendu. Donc ça, vous allez le voir par exemple quand on va par exemple de plus en plus dans les entreprises parler d'agilité, faut être agile, il faut faire de l'agilité, etc. Finalement, on va créer une espèce de débat sur agile, pas agile. Et en fait, à partir de là, il se crée une polarité sur l'agilité, par exemple, qui fait que on va commencer à en faire en fait un sujet de discussion. Oui, c'est un effet de mode. Et on va voir que plus on va pousser de l'agilité, plus on va avoir aussi de la résistance au changement par rapport à ça. Donc l'effet boomerang, c'est un petit peu retour à l'envoyeur. Plus on va essayer de forcer quelqu'un, plus finalement il va résister et se braquer et trouver des arguments pour ne pas changer. La réactance, c'est un petit peu la même idée. C'est une espèce d'esprit de contradiction quand on sent que quelqu'un veut forcer une décision. Typiquement, oui, mais non, tu as tous les arguments, mais non, moi ça m'intéresse pas. Voilà, quelqu'un qui veut vous pousser pour acheter une assurance vie, par exemple, ou vous faire passer, qui vous appelle au téléphone pour vous vendre un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité géniale, etc. Même si il y a plein de bons arguments qu'en fait, il vous appelle, il va vous faire gagner de l'argent, on peut avoir cette tendance à tout de suite se braquer, dire non, 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 un peu par principe ou bien par automatisme. Donc, pour lutter contre l'effet boomerang, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, ça nous aide dans la plupart du temps. C'est pas dramatique, c'est pas grave. Mais on peut passer à côté de bonnes opportunités, on peut passer à côté de choses utiles pour l'entreprise. Et donc, face à l'effet boomerang, il vaut mieux ne pas forcer et effectuer des recadrages, c'est-à-dire présenter les choses différemment de manière un peu plus positive et on va dire aussi laisser plus de liberté en fait aux gens qui décident. Et la réactance, pour lutter contre la réactance, on va aussi proposer un choix libre parmi certaines options. Le fait de proposer des options, ça permet aux personnes de réfléchir par eux-mêmes et de prendre les bonnes décisions et du coup de se rendre compte par eux-mêmes des bons choix à faire. Dans les biais de résistance au changement toujours, on a le biais du statu quo. Toute nouveauté est perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. Donc là, c'est vraiment le côté non, je ne connais pas, donc je préfère éviter. Alors que justement, ça peut être intéressant de découvrir des choses nouvelles. Bien, on a toujours fait comme ça, pourquoi faire autrement? Donc voilà, des réactions qu'on voit souvent en entreprise, on reste crampé sur nos positions. Autre biais cognitif qui traduit finalement la résistance au changement, le maintien du statu quo par aversion à l'incertitude, donc c'est le conservatisme.
Et donc là, dès qu'on a de l'incertitude sur quelque chose, on va se braquer avec des phrases typiques du genre on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Si je ne sais pas où ça mène, je préfère ne pas y aller. Voilà, donc pour lutter contre ces biais cognitifs, il vaut mieux proposer des changements donc petit à petit, en visualisant bien les avantages et inconvénients des différents choix. Et pour le conservatisme, limiter les incertitudes. Et donc, par exemple, clarifier les rôles et responsabilités quand il y a des changements d'organisation, bien clarifier ce que ça va donner, qui va faire quoi, parce que les êtres humains ont horreur des incertitudes. L'aversion à la perte, encore un autre exemple de biais cognitif qui a la résistance au changement. On voit que l'on a quand même beaucoup. Les individus sont plus sensibles aux perspectives de perte qu'à celles associées aux gains. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont préférer éviter de faire des paris, même si c'est des paris gagnants. C'est-à-dire que si je vous propose de parier, par exemple, 100 euros pour gagner 105 euros, la plupart d'entre vous vont me dire non, ça m'intéresse pas, c'est trop risqué. J'ai pas envie. Le risque de perdre 100 euros, pour moi, pèse plus que le plaisir de gagner 105 euros. Et pourtant, c'est un pari qui est gagnant sur le long terme. Et si vous faites ce pari fréquemment, vous aurez une espérance de gain positive. Donc ça veut dire que vous allez gagner plus que ce que vous allez perdre sur le long terme. Et donc, je refuse de changer de poste, même si c'est plus utile à l'entreprise. Typiquement, on va préférer rester sur ce qu'on sait faire plutôt que peut-être d'apprendre des choses un peu nouvelles qui peuvent être beaucoup plus utiles à l'entreprise. Notamment, être capable de faire plusieurs types de tâches nouvelles par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Pas inventer ici, c'est aussi un biais cognitif, c'est une espèce de réticence à adopter une idée ou un produit parce qu'il vient d'une autre culture ou qu'il vient d'une autre entreprise, par exemple. Donc, ça veut donner finalement des réactions du genre il vaut mieux faire du spécifique, on va tout redévelopper nous-mêmes. Ça vaut mieux, au moins on sait ce qu'on fait, plutôt que d'acheter quelque chose qui vient d'ailleurs, même si parfois en termes de coût, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, de manière à conserver aussi l'aspect, la capacité à tout décider. Voilà, si on développe nous-mêmes, on décidera tout. Voilà le genre de choses. Donc on va donner beaucoup plus de poids finalement à des arguments comme ça parce que ça nous permet de garder la main, fabriquer nous-mêmes, etc. Même si c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant quand on prend en compte tous les arguments. Donc pour lutter contre l'aversion à la perte, on a plutôt intérêt à assurer la situation professionnelle à venir quand il s'agit par exemple de réorganisation, bien clarifier qui va faire quoi et montrer aussi qu'il ne va pas y avoir de perte en termes de salaire, par exemple, et pas inventer ici. Bon, on peut faire un modèle inventé dans l'entreprise, mais si c'est vraiment rentable, donc on va quand même se poser la question de voir si ça vaut vraiment le coup, en étant très attentif au fait que les gens vont avoir plutôt tendance à pousser du made in de son entreprise, du fabriqué chez eux. Et par contre, ça veut dire aussi que faire un modèle inventé dans l'entreprise, ça peut être aussi une très bonne manière d'amener du changement en permettant finalement aux différents collaborateurs de fabriquer leur propre modèle. Donc, après ces définitions et ces passages sur la résistance au changement, je vous propose un petit jeu qui teste quel segment de droite, donc A, B ou C, est de la même longueur que le segment de gauche. Donc là, j'imagine, je vois le doute dans vos yeux, où vous dites non, c'est pas possible, il n'y a pas encore un biais cognitif. Bon, la réponse, elle est évidente, c'est bien C. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas complètement fou. La réponse évidente, c'est bien C. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les conditions de l'expérience de H, on a 37% des gens qui répondent mal à cette question. Alors, vous allez me dire, pourquoi, mais comment est-ce que c'est possible de répondre mal à cette question qui est quand même évidente? Eh ben, dans l'expérience de H, sur 7 personnes, il y en a 6 qui sont des complices et qui donnent une mauvaise réponse unanime et immédiate. C'est-à-dire que vous allez avoir 7 personnes interrogées, il y en a 6 qui sont complices avec l'expérimentateur et qui vont tous répondre A. Et ben, dans ce cadre-là, vous allez avoir, donc sur la 7e personne sur qui est vraiment fait le test, qui dans 37% des cas va aussi répondre A.
Donc ça, c'est pour vous, voilà, c'est des expériences qui montrent qu'on est quand même, c'est quand même on a un peu des moutons, voilà, on a ce côté un peu grégaire du troupeau à suivre finalement le troupeau. Et ça, évidemment, ça peut être énormément préjudiciable, c'est-à-dire que le fait de se retenir de dire quelque chose, euh, on a des exemples dans l'histoire qui sont édifiants. Le fait, l'invasion de Cuba par l'équipe de Kennedy, personne n'osait rien dire à Kennedy, alors que c'était n'importe quoi en termes de préparatifs et d'organisation. Enfin bref, il y a plein comme ça d'exemples qu'on a où le fait de pas dire les choses, le fait de suivre un leader charismatique, par exemple, mais qui n'est pas forcément expert dans tout, peut porter énormément de préjudice. En parlant de leader charismatique, Steve Jobs illustre bien finalement l'idée que je voudrais faire passer avec ce slide, c'est qu'il y a certains biais cognitifs qui font qu'on va avoir tendance un petit peu à se tromper quand il s'agit d'estimer la valeur d'un leader. L'erreur fondamentale d'attribution nous fait sous-estimer les causes externes. C'est-à-dire qu'on va se dire Steve Jobs, c'était vraiment extraordinaire, c'est Apple, etc. Mais on oublie qu'il y a quand même je ne sais pas combien il y a de milliers d'ingénieurs qui travaillent chez Apple. Il y a eu des lancements des produits qui ont été effectivement extrêmement innovants, que ce soit l'iPod, l'iPad ou l'iPhone. Et ce n'est pas que dû à Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres personnes qui ont participé à ça. Et donc, on a tendance parfois un peu trop surestimer donc, les leaders et en oubliant qu'il y a plein de facteurs. Alors, on sous-estime les causes externes. L'effet de halo, tout ce que fait le leader charismatique n'est pas à copier. Donc, ça aussi, vous allez avoir plein de publicités sur Internet en disant ah, pour réussir, faites comme moi, ou un tel a fait ci, donc il faut faire pareil, vous allez réussir. Déjà, tout ce que fait un leader n'est pas forcément bon à copier. Il fait plein d'erreurs, évidemment. Il y a une énorme part de chance dans la réussite. Et l'autre biais qui est aussi très présent quand il s'agit d'évaluer l'impact en fait d'un leader sur l'entreprise, c'est le biais du survivant. On se focalise sur ceux qui ont réussi sans voir tous les cas similaires qui ont échoué. Et il y a plein d'entrepreneurs dans le monde qui prennent des risques, qui font plein d'expérimentations, qui sont aussi très intelligents, qui sont très travailleurs. Et ben, il y a aussi une part de chance, il y a aussi une part de réaction du marché, en tout cas plein de choses qu'on ne maîtrise pas, sur lesquelles on n'a pas la main, le bon timing, etc. Et tout ça fait aussi partie de la réussite. Celui qui l'exprime très bien, c'est Nelson Mandela. Je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire qui était devenu un leader en raison de circonstances extraordinaires. Nelson Mandela, c'est vrai il est resté plus de 20 ans en prison. Il y a eu tout un travail de l'ANC en dehors de la prison pour le soutenir, faire des campagnes dans le monde entier, notamment auprès des étudiants, que ce soit en Autriche, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, pour l'aider en fait à sortir de prison. Et c'est aussi toute cette coalition, tous ces gens autour de lui qui ont fait de lui ce leader charismatique. Et voilà, il a effectivement, comme il le dit lui-même, profité d'un certain nombre de circonstances extraordinaires. Il le dit lui-même, je n'étais pas un messie, j'étais juste un être humain normal avec plein d'erreurs. Il a fait lui-même parle de ses péchés. C'est d'ailleurs Barack Obama dans son discours d'hommage à Nelson Mandela qui en est lui comme un pécheur et qui a fait plein d'erreurs dans la vie. Et, voilà, et qui voulait casser un peu ce mythe. On a tendance à un peu trop voilà, mettre sur un piédestal des gens qui finalement sont effectivement des gens qui ont marqué l'histoire, mais qui sont aussi des gens avec toutes les faiblesses et qui ne sont pas parfaits. Donc, autre petit test, il y a 4 cartes devant vous qui portent sur une face des lettres et sur l'autre face des chiffres. Donc, vous voyez là les 4 cartes, EK47. Voilà, donc l'idée, là, si vous avez une lettre devant vous, c'est que derrière, il y a un chiffre, et inversement. S'il y a un chiffre, c'est que derrière, il y a une lettre. Et donc la question, c'est quelle carte au minimum devez-vous retourner pour vérifier que la règle ci-dessous est vraie? Et donc la règle, elle est en bleu. S'il y a une voyelle d'un côté d'une carte, alors il y a un nombre pair de l'autre. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un peu à ça, le lire tranquillement, et essayer de trouver la bonne réponse.
Donc, quelle carte au minimum devez-vous retourner pour vérifier que la règle ci-dessous est vraie? Donc, l'idée, c'est de retourner des cartes et de manière à un minimum de cartes parmi les 4 pour savoir si la règle en bleu est vraie. Si vous voyez de l'un côté d'une carte, alors il y a un nombre pair de l'autre. Beaucoup de propositions sur E4. OK. E et 4. E et 4. OK, très bien. Donc, je vous donne la réponse sans plus attendre. La bonne réponse, c'est E et 7. Alors, le E, effectivement, bonne réponse c'est assez évident. Et alors, le 4, en fait, voilà, alors le cas, bon, aucun intérêt, hein, on est d'accord, parce qu'il ne correspond pas du tout à la règle. Et effectivement, le 4, en fait, c'est un peu le piège dans cette énigme. Retourner le 4 ne sert à rien, car même une consonne derrière ne permet pas d'infirmer la règle. Et donc ça, c'est un biais qui est quand même un petit peu plus touchy, on va dire, mais qui est assez connu des ingénieurs, c'est enfin, des ingénieurs, de tous ceux qui ont fait de l'algèbre, en tout cas, ou quand on travaillait sur tout ce qui est démonstration mathématique, ou le fameuse distinction à faire entre l'équivalence et l'implication, et sur le fait que là, ce qu'on cherche vraiment à montrer, c'est que la voyelle d'un côté implique il y a un nombre pair de l'autre côté. Voilà. Et donc, le fait qu'il peut y avoir un nombre impair de l'autre côté, ça n'infirme pas la règle. Voilà. Donc, petit test. Maintenant, je vous présente l'effet IKEA. Et donc, ça, c'est un effet qui est assez marrant, parce qu'on a tendance finalement à aimer ce qu'on fabrique. Et donc, ça, IKEA, on a pu constater qu'effectivement, le fait finalement, la valeur qu'on donne aux meubles qu'on construit est beaucoup plus importante que la valeur finalement objective, quoi. Donc, cet effet IKEA peut être extrêmement utile. Tout à l'heure, on parlait un petit peu du biais pas inventé ici. Donc, on voit que l'effet IKEA, il est assez proche, c'est-à-dire que organiser un atelier où vous allez pouvoir co-construire une solution avec les collaborateurs, avec les propres acteurs, ça va favoriser son appropriation. Donc ça, c'est les techniques finalement qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les biais cognitifs aussi à son avantage et se dire que s'il y a une résistance au changement, le fait de faire co-construire une solution par les propres acteurs, qui en plus, ça tombe bien, ils connaissent bien le terrain, ils connaissent bien le contexte, ils savent de quoi ils parlent, et puis c'est eux qui vont l'utiliser, et ben ça va avoir beaucoup plus de valeur déjà d'un point de vue, enfin, ça me paraît assez objectif, mais en plus, ils vont beaucoup plus se l'approprier et en profiter. Et donc, à contrario, nous aurons du mal à abandonner un projet ou une idée sur laquelle on a travaillé. Ça, c'est un peu le problème de l'effet IKEA, c'est que quand on a passé beaucoup de temps sur un sujet ou un projet, même si objectivement il n'a plus vraiment de valeur pour les utilisateurs finaux ou les clients, on va avoir du mal à lâcher. C'est vrai pour les technos aussi, quand on a passé beaucoup de temps à investir sur une techno, on a du mal à la lâcher pour passer à autre chose parce que voilà, on s'y est attaché aussi quelque part. Donc voilà une petite blague, enfin un petit rébut que je vous laisse regarder et qui illustre le biais de confirmation. Et donc cette petite blague là, enfin ce petit sketch, montre bien finalement le biais de confirmation. Alors, qui est assez connu, on en parle beaucoup parce qu'avec les élections américaines en ce moment, c'est typique. Les gens finalement vont s'inscrire sur les réseaux sociaux, vont suivre en fait des gens qui sont du même avis qu'eux. Et en général, en plus, suivre ceux qui sont les plus radicaux dans leur opinion. Et voilà, on a tendance finalement à écarter ce qui va à l'encontre de nos croyances et de nos idées a priori, de nos valeurs et aussi de nos pensées sur un sujet, hein, de notre avis sur nos opinions, pardon, sur un sujet. Et du coup, ça crée des polarités quand même assez extrêmes. Et au final, au bout d'un moment, on n'arrive plus à communiquer et on vient littéralement avec des camps qui s'affrontent de manière
un peu dur parce que voilà, ils sont persuadés d'avoir raison et que l'autre est complètement à côté de la plaque. Parce que ils vont regarder que des liens qui confirment leur idée, sans regarder justement la complexité de la réalité. Le monde est extrêmement complexe. Ces sujets-là sont, quand on commence à creuser sur un sujet, en général, on se rend compte de tous les liens qu'il peut y avoir avec l'histoire, avec plein d'autres des événements donc qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc du coup, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Donc le biais de confirmation, on a un exemple assez dramatique, c'est l'explosion de la navette Challenger en 1986. Il fait partie finalement des raisons, avec l'obstination à faire le lancement malgré des alertes sur les conditions météo qui n'avaient jamais été testées. Ils ont voulu absolument lancer la navette malgré, il faisait je sais plus combien, il faisait moins 2 degrés ou il faisait très froid ou 4 degrés. Ils ont quand même voulu lancer la navette et ça a été un désastre parce qu'il y a eu 7 morts. Lorsque les décideurs ont décidé, ils ne voulaient pas voir en fait les signes qui pourtant étaient assez factuels vraiment des difficultés qu'il y avait au niveau des joints sur les réservoirs et sur les propulseurs, et ça a été catastrophique. Voilà. Donc biais de confirmation, cette tendance qu'on a à écarter ce qui ne va pas dans notre sens. Oui, mais on n'a pas le temps. Non, mais ça me plaît pas, et voilà. Donc je vous emmène en balade, on prend la voiture, on part sur la route et là, boum, on a un accident. Et donc vous êtes dans une voiture conduite par un ami, il heurte un piéton et vous savez qu'il roulait en excès de vitesse. Donc vous êtes le seul témoin interrogé au procès. Pensez-vous que votre ami peut vous demander de témoigner qu'il roulait en dessous de la vitesse autorisée? Ça, c'est une question que je vous pose, je vous demande de répondre dans le chat. L'idée, voilà, vous êtes en voiture avec un ami et boum, il a un accident, il heurte un piéton. Clairement, il est en excès de vitesse. Vous êtes le seul interrogé. Est-ce que vous pensez que votre ami a le droit de vous demander finalement de le couvrir? Donc je vous laisse répondre. Donc sur cette question, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les réponses dépendent énormément du pays et de la culture dans laquelle on est. Il y a certaines cultures où ce qui va être le plus important, c'est la loyauté à l'ami. Et donc, on va le soutenir quoi qu'il arrive. Et donc ça, dans les pays plus latins, les pays d'Italie ou bien d'autres pays où la loyauté est extrêmement importante, on va plutôt répondre que on va soutenir, il a le droit de nous demander effectivement de témoigner pour lui. Alors que dans d'autres pays, du pays nordique par exemple, là, ce qui compte, c'est la loi. Et on peut pas mentir à un procès, c'est quand même extrêmement grave. Et donc, un ami n'a pas le droit de nous demander ça, quoi, ça ne se fait pas. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'on est imprégné de biais qui sont vraiment propres à nos valeurs culturelles. Nous sommes imprégnés de biais issus des valeurs qui sont propres à notre culture. Et donc, ça encore, ça fait partie des biais cognitifs qui nous influencent. Petit test. Je vous présente Linda, qui a 31 ans. Elle est célibataire, extravertie, très brillante. Elle est diplômée de philosophie. Lorsqu'elle était étudiante, elle s'inquiétait des problèmes de discrimination et de justice sociale. Et elle participait aussi à des manifestations anti-nucléaires. Et quel est le plus probable? Linda est employée de banque ou bien Linda est employée de banque et militante féministe? Pareil, je vous laisse répondre dans le chat. Bon, là, aussi, la réponse est assez évidente d'un point de vue en proba, parce que A est employé de banque, c'est un ensemble beaucoup plus grand que Linda est employée de banque et militante féministe. Donc la probabilité qu'elle soit employée de banque est bien plus forte que le fait qu'elle soit employée de banque et militante féministe. Et pourtant, voilà un biais cognitif aussi, donc le biais de conjonction. On se laisse énormément finalement, on va dire, influencé par le contexte et par le texte, et ça, on va avoir tendance finalement sur certaines questions à être induit en erreur.
Donc, je vous raconte un événement qui s'est produit le 10 avril 2010. L'avion présidentiel polonais s'est écrasé en Russie. Il y avait 96 personnes à bord. Ils sont tous décédés. Il y avait le président Kaczynski et les principaux chefs de l'armée polonaise. Donc, terrible tragédie de l'aviation le 10 avril 2010. Et alors, on a entendu les boîtes noires pour voir un peu ce qui se passait dans le cockpit. Et on a le pilote qui disait: Monsieur le directeur, le brouillard est apparu. Alors ici, dans des conditions de brouillard extrêmement difficiles. Maintenant, dans les conditions présentes, nous ne pouvons pas atterrir. Nous essayons d'approcher, mais très probablement cela ne réussira pas. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous demander au chef ce que nous devrions faire? Alors le chef, en l'occurrence, c'est le président. Le président du pays, hein, pas qui n'a aucune compétence en aviation. Et donc le directeur Kazana, qui était le responsable de la communication en fait et du protocole, lui, il dit pour l'instant pas de décision du président sur quoi faire ensuite. Et là, on entend une voix qui dit: il va devenir furieux si, et l'avion se crache, 96 morts. Donc, en fait, je vais vous donner un peu de contexte. On a un avion de délégation avec l'état-major polonais, le président, un certain nombre de ministres, femmes et tout un ensemble de personnes qui venaient pour en fait faire une commémoration sur un événement. Alors je sais plus précisément. Ils devaient atterrir à une certaine ville et ils avaient tout un protocole, ils avaient un certain nombre de choses à respecter, de dates, de rendez-vous à respecter. Et donc, énormément de stress, ils voulaient absolument respecter finalement ce protocole et tout ça. Et voilà. Et donc, le pilote de l'avion n'avait pas, finalement, il n'y avait pas les conditions météorologiques pour atterrir à l'endroit. Et le pilote de l'avion, plutôt que d'aller atterrir, d'être dévié et d'aller atterrir à un autre aéroport, il a été finalement tellement stressé, tellement sous la pression donc des chefs, qu'il a atterri à l'aéroport où il y avait trop de brouillard et l'avion a craché, ils sont tous morts sur l'aéroport. Faut savoir que le pilote en question avait été témoin auparavant il était copilote, il avait été témoin en fait de son pilote qui avait été aussi lui sous pression par un responsable politique qui lui n'avait pas obéi au responsable politique et qui avait été licencié, qui avait été limogé à cause de ça. Donc il y a énormément de pression, il y a tout un historique derrière ça. Ce que ça nous montre, c'est aussi, entre autres, c'est que la crainte de la sanction, de la mauvaise humeur du supérieur, ça peut nous empêcher de signaler les problèmes et ça limite la gestion de la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup en entreprise quand on a la pression et même pour des trucs de mauvaise humeur, c'est-à-dire que la peur de se faire gronder quelque part. Hein. On peut avoir cette tendance à mettre sous le tapis un certain nombre de problèmes et du coup être aussi moins efficace à cause du stress dans la gestion de la situation, qui sont des situations complexes et qui méritent de la concentration et la capacité justement à réussir à la gérer et à donner son opinion personnelle, prendre sa propre décision parce qu'on a la responsabilité. Donc en entreprise, c'est ce qu'on peut voir, donc ce que ça peut donner, c'est ce qu'on appelle les indicateurs PASTEC. Donc indicateurs PASTEC parce qu'ils sont verts à l'extérieur, mais ils sont rouges à l'intérieur. Et donc, on ne signale pas les problèmes qu'il y en a en entreprise. On dit que tout va bien, alors qu'au finalement, il y a des grosses difficultés, mais qui sont un petit peu cachées parce que on veut pas qu'il y ait de crise, on veut pas qu'il y ait de problèmes, que tout se passe bien. En fait, c'est justement le fait de cacher les problèmes qui font partie du problème. Donc, le biais de croyance, c'est assez lié à tout ça finalement, parce que le biais de croyance, c'est la formation d'hypothèses et de prise de décision, non pas en fonction de ce que l'on désire et de ce qu'on se plaît à imaginer, au lieu de prendre en compte l'évidence, la rationalité et la réalité. Et donc, par exemple, nous devons atterrir à temps pour les commémorations. Donc ça, c'est dans l'exemple de l'avion qui s'est crashé. Ils étaient tellement attachés à leur plan auquel il ne fallait pas dévier. Ils voulaient absolument atterrir là. Et du coup, ils n'ont pas pu traiter finalement la réalité de ce que donnait la météo, quoi. Et pareil avec, vous êtes en retard sur le planning prévisionnel. Donc ça, c'est assez drôle parce que un planning prévisionnel, par définition, comme c'est une prévision, bon, bah, c'est un plan avec tous les aléas de la vraie vie en fait qui arrivent et qui font que bah,
le planning prévisionnel, forcément, il est très souvent décalé. Et donc, être en retard sur quelque chose qui est imaginé, ça n'a pas de sens, hein, au final. Donc, être en retard sur un planning prévisionnel, c'est pourtant générateur d'énormément de stress en entreprise. Et c'est très lié au biais de croyance, au fait d'être finalement attaché à un plan et ce qu'on sème, ce qu'on voudrait, ce qu'on a imaginé, et ce qu'on désire, plutôt que la réalité. Donc la planification, c'est passer du temps à produire de la frustration, en grande partie à cause du biais de croyance. On est amené tôt ou tard à devoir annoncer des retards ou bien simplement informer sur la réalité des choses qui se produisent, parce qu'on peut pas tout anticiper, c'est impossible. En tout cas, quand on fait de l'innovation, quand on fait des projets IT, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Donc, le biais de planification, c'est encore un autre biais cognitif qu'on retrouve quand il s'agit de planifier, c'est qu'on a tendance à faire des prévisions beaucoup trop optimistes. Et donc, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant. Nous avons, on ne voit pas, en fait, et c'est normal parce qu'il y a une infinité de choses qui peuvent arriver, mais on ne voit pas tout ce qui pourrait arriver, qui pourrait ralentir le projet. Donc, on a tendance à faire des prévisions beaucoup trop optimistes. Donc ça, c'est illustré avec Cléopâtre dans Astérix et Cléopâtre, et qui s'engage sur un palais réalisé en 3 mois, voilà, sur une crise pour des questions d'ego, hein, vis-à-vis de Jules César. Et quelques cases après, elle va chercher finalement un bouc émissaire, donc elle va chercher quelqu'un qui va devoir, lui, réaliser finalement le projet en 3 mois, alors que c'est clairement impossible sans potion magique, et qui va effectivement là lui mettre la pression et carrément le jeter au crocodile si jamais il ne le réussit pas. Et donc le biais de l'attribution défensive, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas mal en entreprise. Dans un contexte aléatoire, et donc ce que j'appelle aussi aléatoire, ça peut être un projet informatique où il y a beaucoup d'innovation, parce qu'on a beaucoup d'inconnus, des choses à réaliser qu'on n'a jamais fait avant. Et là, en cas d'échec, l'être humain a malheureusement tendance à désigner un bouc émissaire. Donc évidemment, ça sert à rien. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Évidemment, les torts sont partagés. Et pourtant, on a tendance, en premier réflexe, à dire « Ah oui, mais c'est de la faute d'un tel ». Alors ça va être… les uns vont accuser les autres. Alors ça va être… bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous voyez bien qu'il y a différentes étapes dans la construction d'un projet. Et donc, souvent, c'est de la faute des autres, ou alors ça peut être la faute du client qui n'a rien compris à ce qu'on lui a fait. Donc, le biais de croyance, comment on lutte contre ça en entreprise, ça peut être intéressant en tout cas de faire preuve d'un maximum de transparence et de communiquer de manière immédiate dès qu'on a un risque, dès qu'il y a un problème qui survient, il faut le communiquer, il faut être transparent par rapport à ça. Les risques, les obstacles, et les bons indicateurs, c'est aussi pas les indicateurs pastèques, mais les indicateurs qui sont cohérents par rapport à la valeur qui est produite, qui tiennent la route par rapport aux objectifs à atteindre. Et le fait finalement quand on ne communique pas, quand on protège finalement son chef en le gardant ou les clients ou d'autres, en les gardant dans une croyance comme ça qu'on va tenir le planning, alors qu'on voit objectivement qu'on est en retard, qu'il y a des gros risques et des gros obstacles qui arrivent, finalement on participe justement à ce que ça soit encore pire. Et donc, pour limiter ça, il vaut mieux communiquer fréquemment des petits problèmes plutôt que de communiquer un énorme problème en disant « Ah bah de toute façon, je le savais, je l'avais bien dit, etc. » 2 biais aussi qu'on retrouve beaucoup en entreprise, le biais rétrospectif. Alors, c'est tout simplement tout ce qui est arrivé n'était pas anticipable. Et ça, on le revoit pas mal. Donc, une fois qu'on arrive à une difficulté rencontrée, on va chercher. Donc, pareil, on va se dire, on aurait dû le savoir, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas anticiper, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est la réalité de la vie. On a tendance à vouloir se créer du sens en imaginant que tout était anticipable et logique, mais c'est toujours très logique une fois que ça arrive. Mais avant,
avant le Covid, c'était pas évident de savoir, par exemple, que on allait avoir besoin d'autant de masques, d'autant de lits de réa, d'autant on n'a pas de masques, etc., de tests. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs politiques parce que après, il faut voir, en fait, il faut juger en fonction des informations qui sont connues à un instant T pour savoir si c'est les bonnes décisions. Et le biais du résultat, on doit juger un résultat en fonction du contexte au moment du choix, donc ça revient un petit peu à la même logique. Euh, euh, on a, pour les joueurs de poker, ceux qui sont habitués à jouer au poker, on dit souvent qu'il ne faut pas être result-oriented. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger le coup de quelqu'un en fonction du résultat, donc savoir s'il a gagné ou pas au final la main, mais en fonction des informations dont il avait à disposition au moment où il a fait son choix. Et c'est en réfléchissant vraiment à quelles sont les informations qu'on avait à ce moment-là qu'on peut s'améliorer. Si on est toujours en train de juger en fonction des résultats, avec le biais des résultats, le biais rétrospectif, on a tendance à pas voir là où on peut vraiment s'améliorer. Petit, alors là, c'est une étude statistique, en fait, une enquête qui a été faite dans une entreprise, un service public, où on a posé la question finalement. Il y a eu un conflit en fait entre les services, et on demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous avez fait preuve de collaboration, de compromis, d'accommodement, d'évitement de compétition? Et est-ce que vous pensez que l'autre partie, donc celui avec qui vous étiez en conflit, est-ce qu'à votre avis, eux, ils ont fait preuve de collaboration, de compromis, d'accommodement, d'évitement de compétition? Et donc, on pose la question à tout le monde. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, les gens ont tendance à dire, moi, j'ai fait preuve de vachement de collaboration, mais par contre, les autres, ils étaient dans la compétition. Et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement des deux côtés. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que quand il y a des conflits au travail ou des conflits en général, on a tendance à surestimer l'égoïsme des autres. Et on a tendance à surestimer finalement, à voir très vite des aspects négatifs chez les autres, alors qu'au final, les gens, ils font un peu comme ils peuvent, hein, des deux côtés, où ils ont chacun leurs raisons et leurs informations. Et on a tendance à se voir de manière très positive. Nous, on est dans la collaboration. Enfin, je comprends pas. Nous, on est vachement sympa. Par contre, les autres, ils sont dans la compète. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait des deux côtés. Donc, les biais du conflit, c'est un certain nombre de biais cognitifs, si vous voulez, qui vont nous empêcher de résoudre des conflits. Et donc, le biais d'attribution, qui consiste à dire, moi, mon comportement il est tout à fait logique. On a tendance à oublier qu'on a aussi un comportement émotionnel, hein, que tout n'est pas rationnel. L'illusion de force asymétrique, c'est le fait de se dire, moi je suis fort, mais l'autre il va pas s'en remettre si je lui dis ces 4 vérités. Donc finalement, ça empêche de discuter avec les autres et de dire les choses qui ne vont pas. Le biais d'attribution hostile et l'illusion de connaissance asymétrique, hein, qui vont avoir tendance à nous faire dire, ah là là, il a bien calculé son coup, il a fait ça pour me nuire et parce qu'il veut prendre ma place. C'est-à-dire qu'on va un peu ce côté un peu parano finalement, où on voit l'autre comme très manipulateur, très calculateur, et vraiment avec l'objectif de me faire du mal. Alors que finalement, les autres ne sont pas forcément dans une hostilité à ce niveau-là. Donc prendre conscience de ses propres biais ou simplement douter favorise le dialogue et la résolution de conflits. Voilà. Ça, c'est encore une petite aide qu'on peut avoir notamment au travail. On a des biais cognitifs, on a tendance à voir un peu trop le mal chez les autres et l'égoïsme chez les autres. On peut aussi douter des raisons pour lesquelles les autres agissent de cette manière. On a tendance à mal interpréter aussi certains signes. Et voilà, dialoguer, ça aide à résoudre les conflits. Le biais d'ancrage, autre biais cognitif qu'on retrouve en entreprise, enfin qu'on peut retrouver aussi dans la vie à plusieurs moments, notamment quand on achète une maison. Mais en psychologie, l'ancrage, ça désigne la difficulté à se répartir d'une première impression. Donc c'est un biais cognitif qui va pousser à se fier à l'information reçue en premier dans une prise de décision. Alors ça, c'est assez impressionnant parce que on va avoir tendance, quand on négocie par exemple le prix de vente d'une maison, on va nous dire 300 000 euros. Bon,
ça va être une encre, c'est-à-dire que ça va être ce 300 000, il va être là bien présent, et on va avoir beaucoup de mal à imaginer que on puisse discuter d'un prix aux alentours de 120 000 euros, par exemple, ou quelque chose de bien inférieur. Euh, et donc, c'est des techniques bien connues des vendeurs qui vont vous proposer un prix de vente. Ils savent que quoi qu'il arrive, on va rester aux alentours de ce prix-là dans les négociations. Et pareil pour parfois, quand vous avez un nouveau dans une équipe, par exemple, euh, ou quand vous entendez parler de quelqu'un pour la première fois, la première information que vous allez avoir sur la personne va énormément vous influencer sur l'avis que vous allez vous faire de cette personne par la suite. Et donc, si on vous dit qu'il n'est pas très sympa, qu'il est un peu égoïste, etc., vous allez avoir tendance à le voir déjà comme ça, même si au demeurant, vous le trouvez très sympa. Donc ça aussi, le bien ancrage, euh, qu'on retrouve beaucoup. Et pour lutter contre le biais d'ancrage, on a notamment le poker planning. Donc pour les habitués de Scrum, c'est ce qu'on fait assez souvent en planification de sprint ou en refinement. Donc le poker planning, ça propose donc à chacun de donner son estimation au même moment. Et le fait de se donner tous son estimation au même moment, on va éviter d'être influencé par les autres et par des chiffrages, des estimations qu'on aurait eues avant. Et donc ça aussi, ça peut être quelque chose que vous avez, si vous avez des moments dans des réunions où il y a besoin de prendre une décision, ça peut être pas mal d'avoir d'abord une réflexion seule, en silence, de noter un peu ses idées sur un papier et ensuite de les montrer aux autres. Alors que ce soit pour des chiffres, hein, des estimations, ou bien pour d'autres aspects, ça évite d'être trop influencé par l'avis des autres et d'être sûr de pouvoir exprimer son opinion et d'apporter un maximum de valeur à l'équipe, en fait. Le biais du point aveugle, on a tendance à mieux voir les biais cognitifs chez les autres que chez soi-même. Et donc, du coup, ça, c'est un biais qui nous invite à demander du feedback. Et voilà, ça va aider à limiter l'impact de ces biais. Donc, encore une fois, travailler en équipe, travailler de manière collective, ça peut être intéressant pour lutter contre le biais du point aveugle. Donc, le feedback, il est efficace si effectivement l'environnement est bienveillant. C'est-à-dire que si c'est pour dire à quelqu'un, de toute façon, t'es un abruti fini, c'est pas ce qui va aider l'autre à se remettre en question et à réfléchir. Au contraire, ça va le stresser ou bien ça va plutôt l'énerver. Donc, un bon feedback, c'est un feedback qui est bienveillant. Donc, on peut aussi utiliser les biais cognitifs pour le bien des autres. Donc, profiter d'une image positive pour des bonnes causes. Et inciter à la propreté, par exemple, avec un nudge. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est que pour inciter les gens à jeter leurs mégots à la poubelle, eh ben, on leur propose de voter sur qui est le meilleur joueur au monde entre Ronaldo et Messi. Voilà, donc apparemment, Ronaldo est bien meilleur que Messi. Autre nudge, on peut baisser la quantité de nourriture qui est consommée en modifiant le contenant. C'est-à-dire que le fait de présenter la même quantité de nourriture dans une assiette de petite dimension, on va avoir le sentiment d'être rassasié et d'avoir beaucoup mangé, alors que si on nous avait présenté la même quantité de nourriture dans une grande assiette, eh ben, on aurait encore faim. Pareil pour encore l'utilisation d'un nudge, donc c'est l'usage finalement d'un biais cognitif pour le bien du public. On a réussi à diminuer de 36% les accidents, enfin, c'est les autorités à Chicago, hein, qui ont réussi à diminuer de 36% les accidents grâce à un nudge dans le marquage au sol. Donc en fait, si vous voulez, on voit que quand on arrive dans le virage, en fait, l'espace entre les traits se rétrécissent, ce qui donne une illusion de vitesse en fait excessive au conducteur qui va ralentir. Et du coup, on a réussi à diminuer de 36% les accidents grâce à ça. Donc pour finir dans notre plan, on va regarder maintenant la troisième partie, comment on atténue les impacts des biais cognitifs. Donc déjà, on peut limiter les facteurs qui favorisent les biais cognitifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit qu'un certain nombre de biais cognitifs qui sont liés à des facteurs comme l'incertitude, ou bien le stress, ou bien la pression. Et donc, en réduisant tous ces facteurs autour, on peut réussir à limiter l'apparition des biais cognitifs.
Donc ça, il faut regarder en fonction des biais cognitifs. Là, encore une fois, je vous invite à regarder le codex des biais cognitifs. C'est un PDF que vous trouverez facilement sur Internet. Et voilà, c'est assez amusant. Et vous verrez que ça peut acquérir l'incertitude, le besoin d'agir vite, enfin, ce genre de choses. Et donc, prendre le temps de la réflexion, par exemple, se poser, laisser chacun s'exprimer en même temps, laisser à chacun le temps de réfléchir. Tout ça, ça va aider à limiter les facteurs finalement qui vont favoriser les biais cognitifs. Donc le stress favorise l'apparition des biais cognitifs. Et donc, lutter contre le stress, par exemple, est extrêmement efficace pour lutter contre les biais cognitifs. Alors, je vais vous parler de un petit slide, je présente un petit slide de l'Institut de neurocognitivisme, donc qui est à la fois une association et un institut qui propose tout ensemble de formations en management ou en conseil en utilisant donc la compréhension des neurosciences et du fonctionnement du cerveau. Et il nous propose donc un modèle avec 4 gouvernances. Donc, finalement, une gouvernance, il faut voir ça comme une espèce de mood dans lequel on est à un moment donné, une espèce d'état d'esprit dans lequel on est à un moment donné. On peut être dans un moment on peut être en état de stress, et donc là, c'est plutôt la gouvernance instinctive qui est en fait qui a la main sur ce qu'on va ressentir en termes d'émotions, la manière dont on va se comporter, les idées qui vont nous passer par la tête. On va être énormément finalement animé par notre gouvernance instinctive. Donc là, c'est du plaisir immédiat, c'est impulsivité, et on est extrêmement stressé. On a la gouvernance grégaire, où là, quand c'est la gouvernance grégaire qui prend la main, on est plutôt dans un rapport de force. Il y a un côté très domination, soumission, confiance en soi, confiance aux autres qui est très forte. Donc là, on peut être dans des rapports un peu plus pervers et qui peuvent être un peu plus dangereux. La gouvernance émotionnelle, là, c'est plutôt la place pour les motivations, nos envies, aussi tout ce qui va être récompense, punition, qui prend la main. En fait, c'est la gouvernance émotionnelle, c'est celle dans laquelle on est la plupart du temps. Quand on fait quelque chose qu'on apprécie, quand on voit des proches, quand on travaille et qu'on fait quelque chose qui nous plaît, ou bien qu'il faut faire, tout simplement. Voilà, c'est la gouvernance émotionnelle. Et on a, en fait, dans nos capacités cognitives, la gouvernance adaptative. Donc, la gouvernance adaptative, c'est un état d'esprit, c'est un état dans lequel on est, où on va être beaucoup plus capable de faire preuve de flexibilité, d'empathie, de créativité. On va être beaucoup moins, on va être pas sujet au stress, on va être beaucoup plus détendu, et on a la capacité finalement à prendre de meilleures décisions. Et donc, qu'est-ce qui caractérise finalement ce que vous voyez, donc la gouvernance adaptative en bleu, c'est ce qu'on appelle finalement le mode adaptatif. Et ce qu'on a en jaune, orange ou rouge, c'est ce qu'on appelle le mode automatique. Donc, mode automatique pour dire que ce sont des décisions et des choix qu'on fait de manière très rapide et automatique. Alors que la gouvernance adaptative, on va être beaucoup plus capable de se poser. Donc, le mode mental automatique, c'est plutôt la routine, la persévérance, la simplification, les certitudes, l'empirisme et l'image sociale. Donc, c'est-à-dire que on fait les choses un peu par habitude. Quand on a une idée en tête, on va persévérer. On a tendance à simplifier pour pas trop se prendre la tête. On a des certitudes et on lâchera pas sur nos croyances et sur nos idées. L'empirisme, c'est plutôt je fais confiance à mon expérience plutôt qu'à la logique ou la théorie. Et l'image sociale, c'est que je suis extrêmement sensible à l'image sociale et à ce que je vais montrer aux autres. Et donc ça va énormément me guider dans mes choix. Et donc, on revoit que derrière le mode mental automatique, on retrouve un certain nombre de ce qui correspond à toutes les causes du besoin d'agir vite et donc des biais cognitifs. Et donc, le mode mental adaptatif, lui, quand on est en mode mental adaptatif, eh ben, on va être beaucoup plus capable de ne pas tomber dans les pièges des biais cognitifs. Et donc, qu'est-ce qui caractérise le mode mental adaptatif? La curiosité,
la souplesse d'esprit, hein, pas faire des exercices d'assouplissement des coudes ou des genoux, mais plutôt l'acceptation de la complexité de la réalité, la nuance, on va nuancer un petit peu les propos, être beaucoup plus précis sur ce qu'on dit. La relativité, c'est le fait de prendre conscience qu'effectivement, tout est relatif dans le sens où il peut y avoir deux choses qui sont vraies en même temps, mais qui sont pas tout à fait, qui peuvent être un peu contradictoires. C'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des opinions différentes qui sont justes. La réflexion logique, c'est de prendre le temps d'avoir une réflexion beaucoup plus posée, rationnelle et logique. Donc ça, on va poser le problème et on va le décortiquer pour mieux l'analyser. Et l'assertivité, c'est finalement aussi, le mode mental adaptatif, c'est aussi la capacité à dire ce qu'on pense et à l'assumer sans agressivité et tout en respectant le point de vue des autres, mais quand on a fait quand on a eu une bonne réflexion et que on a pris conscience de tous ces éléments de curiosité, de nuance et de relativité, notre opinion personnelle, elle va être beaucoup plus pertinente par rapport à ce qu'on est vraiment et ce qu'on pense. Et en général, c'est assez intéressant, c'est assez utile dans un collectif de pouvoir faire preuve d'assertivité. Et donc, les biais cognitifs sont propres au mode automatique, comme je vous en parlais. Et pour vous expliquer un petit peu le lien entre le mode mental automatique et les biais cognitifs, donc les biais cognitifs qu'on a vus au départ, trop d'infos, de quoi se souvenir, manque de sens et besoin d'agir vite, finalement, on peut les placer à différents moments du traitement de l'information par le cerveau. Alors, j'explique ça très rapidement. Le cerveau, il a besoin d'agir vite parce que il a été éduqué comme ça, il y a des dangers qui arrivent, il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Donc, on a d'abord des informations qui rentrent, et là, on va filtrer les infos, on va se concentrer uniquement sur ce qui est le plus important. Traitement de l'information, on va utiliser toutes des connaissances qu'on a, des croyances, un savoir, une expérience qu'on peut avoir pour pouvoir décider, et en sortie, on va agir. Et donc, ça va être l'action. Et donc, on voit que quand on est en mode mental automatique, donc dans 98% du temps, on est en mode mental automatique, on voit que les différents biais cognitifs sont en fait correspondent finalement à des simplifications, à des besoins qu'on a d'aller vite, ou à différentes étapes finalement du traitement de l'information. Et donc, le mode mental adaptatif nous invite à faire preuve de curiosité et de souplesse par rapport aux informations qu'on a en entrée, donc c'est-à-dire curiosité sensorielle sur tous les détails qu'il peut y avoir autour de nous, des informations peut-être qu'on n'aurait pas vues. Souplesse, c'est l'acceptation de la réalité et ne pas rester donc dans nos biais de confirmation et ne regarder que ce qui nous arrange. La nuance et la relativité pour, quand on se construit un modèle, en fait, être capable de nuancer, donc de préciser en quelque sorte les règles de gestion qui nous permettent de décider et de relativiser en se disant que il peut y avoir d'autres bonnes manières de faire. La réflexion logique nous vient après pour pouvoir prendre les meilleures décisions, donc en fonction non pas de simplement notre expérience, mais peut-être aussi d'une logique qui nous permet d'imaginer aussi d'autres modèles que ceux de notre expérience. Et finalement, l'assertivité, il faut quand même à un moment donné agir, il faut quand même donner son opinion personnelle, il faut quand même à un moment donné prendre une décision. Et du coup, voilà, on n'a pas non plus un temps infini, donc il faut aussi pouvoir choisir quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que je vous communique ça? Parce que dans votre vie, le fait de faire preuve à un moment donné de curiosité, de souplesse, de nuance, de relativité, de réflexion logique ou d'assertivité, le fait de vous poser la question, est-ce que je peux être un peu plus curieux? Est-ce que je peux être un peu plus nuancé? Est-ce que je ne devrais pas relativiser ça? Ça va vous aider à basculer en mode mental adaptatif et du coup à être un peu moins piégé par vos biais cognitifs. Donc la bascule en mode mental adaptatif, c'est une porte vers plus de ressources cognitives, d'options de comportement adapté et de sérénité. Aussi de sérénité parce qu'on n'est plus du tout sujet au stress quand on est en mode mental adaptatif. Donc comme nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes biais cognitifs, les ateliers collaboratifs vont limiter les impacts, donc ça on l'a bien compris, le fait d'être à plusieurs, comme on voit bien les biais cognitifs des autres, et enfin on voit bien, on va dire qu'on les voit mieux que les siens,
et ben, le fait de travailler en groupe, ça peut nous aider à prendre du feedback et du coup à être moins sensible à ces biais cognitifs. Et comme on n'est pas tous sensibles au même, peut-être que si le copain il tombe dedans, on peut l'aider là-dessus. Alors, le problème, c'est que comme on peut aussi tous tomber dans les mêmes biais cognitifs, comme on l'a vu sur certains biais de perception, ça suffit pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut être quand même attentif. Donc, on peut utiliser aussi des procédures de décision collective, donc pas à pas, pour limiter l'impact des biais cognitifs. Donc là, on a par exemple l'atelier avocat-procureur que je vous propose. Les slides sont disponibles en PDF, je vous les transmettrai, donc vous aurez tout ça. Enfin, en tout cas, Maxime vous pourra vous les envoyer. Donc, on peut imaginer par exemple qu'on a des avocats, des collaborateurs qui jouent le rôle d'avocat et qui présentent leurs arguments. Ils vont les exposer sans interruption à la manière d'un procès. Et il y a quelqu'un qui va prendre le rôle du procureur pour aller pousser dans les retranchements, critiquer chaque argument et en fait jouer un peu le jeu de celui qui va aller chercher tout ce qui ne va pas, de manière à ce qu'on puisse vraiment se poser des bonnes questions et trouver les meilleurs arguments, par exemple pour défendre un projet d'investissement. Et voilà, après, vous pouvez décider soit d'avoir un juge, donc un manager qui décide de manière unilatérale, ou un jury avec un vote par plusieurs participants. On a aussi la matrice d'aide à la décision, donc qui est un outil que j'aime beaucoup, qui se fait en 4 étapes. Donc d'abord, on va choisir. Alors là, on est dans le cadre où on doit choisir entre plusieurs options. Option 1, 2, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Et donc, la première étape, c'est d'abord de choisir les bons critères pour les décideurs, donc ceux qui ont la responsabilité de décider. Quels sont les critères sur lesquels on va faire le choix? Et ensuite, on peut avoir une décision stratégique sur le poids de chacun des critères. Donc là, éventuellement, quelqu'un qui est responsable par rapport à la stratégie de l'entreprise ou du groupe, pour décider du poids qu'on peut donner, par exemple, à l'aspect pérennité technique ou bien satisfaction client. Ensuite, troisième étape, on va demander à des experts de noter en fait en fonction des différents critères. Donc, comme ils sont experts dans leur domaine, ils vont pouvoir vraiment, eux, sur leur partie, donner un chiffre, une notation qui leur appartient. Donc, c'est ce qu'on voit, notre A1, A2, B1, B2. Et au final, on se retrouve avec une moyenne qui nous permet de prendre une bonne décision collective. Alors, cette matrice d'aide à la décision, non seulement elle permet de limiter les impacts du biais rétrospectif, parce qu'on a vraiment l'ensemble des informations au moment où on a pris la décision, on a vraiment listé toutes les informations qu'on avait, donc après coup, on ne peut pas se dire, ah ben, rétrospectivement, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Non, on a décidé en fonction des informations qu'on avait à ce moment-là. Et elles étaient les meilleures possibles au moment du choix. Et moi, cet outil, je l'ai utilisé pour des choix sur des scénarios finalement est-ce qu'on fait un développement spécifique, est-ce qu'on prend un outil qui est vendu par un éditeur ou autre. Et le fait d'avoir utilisé cette matrice, on sait, 1 an après, on a eu des difficultés sur le projet, mais c'était des aspects négatifs qu'on avait déjà anticipé au moment du choix, en fait. On savait qu'on allait tomber dans ces travers-là. En l'occurrence, quand on choisit de partir avec un outil, on sait qu'on n'aura pas la main sur tout, on ne pourra pas tout modifier. Mais on était conscient aussi qu'on avait fait le choix parce qu'on avait plein d'avantages à prendre ce choix. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus facilement assumer collectivement par la suite. Donc, un petit focus sur les 3 systèmes du raisonnement. Alors, il y a un certain nombre de biais cognitifs qui sont propres au raisonnement, à la logique et au fait de raisonner tout simplement correctement. Et donc, sur le sujet du raisonnement, encore une fois, on a un système heuristique, donc qui est représenté par le dragon, qui est rapide, mais qui n'est pas très fiable et qui n'est pas toujours très logique, qui peut comporter des erreurs. Et à côté de ça, on a un système algorithmique qui est représenté donc par la jeune femme prisonnière, donc qui est beaucoup plus logique, qui est beaucoup plus fiable, mais qui est aussi beaucoup plus lent. Et il faut effectivement prendre le temps de poser le raisonnement quand on réfléchit correctement. Et donc,
le système d'inhibition des heuristiques, donc qui est représenté par le chevalier sur son espèce de phénix, là, je ne sais pas. Le système d'inhibition des heuristiques, finalement, c'est celui qui va permettre d'inhiber les heuristiques, donc de bloquer des chemins neuronaux qui sont des automatismes, donc les premières réponses qui nous viennent en tête quand on pense à un problème, comme vous l'avez vu dans les différents tests que j'ai pu vous montrer auparavant. Parfois, on fait des erreurs parce que on n'inhibe pas les mauvaises réponses. Et donc, travailler son système d'inhibition, ça va permettre d'éviter de faire des erreurs. Finalement, ça revient à activer le mode adaptatif. Donc, Olivier Houdet, qui est un scientifique, donc chercheur en neurosciences, il nous propose pour entraîner l'inhibition à favoriser la curiosité, le doute et anticiper le regret de faire une erreur. Donc là, on est vraiment dans la partie raisonnement, mais on retrouve le doute qui finalement est très présent dans le mode adaptatif, ainsi que la curiosité. On est un peu toujours dans la même idée, se méfier un peu des réponses trop automatiques, trop faciles. Donc l'inhibition, on peut aussi l'entraîner grâce à la méditation. Si vous faites de la méditation, c'est quelque chose qui va vous entraîner, comme vous vous concentrez uniquement sur votre respiration, où vous allez inhiber en fait d'autres idées qui peuvent vous venir en tête. La méditation, ça entraîne l'inhibition, la capacité à se focaliser, à se focus sur un sujet. La multisensorialité aussi, c'est assez intéressant, ça va activer le mode mental adaptatif. Le fait d'essayer en un moment d'être attentif à plusieurs choses en même temps, ça va permettre d'activer le mode mental adaptatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode mental adaptatif, il est fait pour gérer la complexité, l'inconnu et tout ce qui est nouveau en fait. Et donc, si on l'active pas, on va stresser. Et quand vous êtes dans des situations de stress parce que vous avez trop de choses à gérer en même temps, prendre le temps de se recentrer sur soi, de respirer et de bien souffler, ça vous permet de retrouver du calme, retrouver un peu de sérénité, et ça va vous aider à trouver plusieurs options à vos problèmes. Donc ça aussi, je vous encourage, quand vous êtes dans des difficultés, que vous êtes stressé, d'abord retrouver le calme en respirant, et ensuite, vous aurez beaucoup plus de capacité à trouver des solutions à vos problèmes. Je vous propose de tester l'inhibition. L'idée, en fait, c'est simplement de vous faire percevoir ce que c'est que l'inhibition. Quand on parle d'inhibition là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas l'inhibition de je suis inhibé, je vais pas me balader à poil dans la rue, hein. L'inhibition, c'est autre chose. Donc, ce que je vous propose, c'est pour comprendre bien ce que c'est de donner à voix haute la couleur des mots qui sont écrits. Donc, donner à voix haute, donc derrière votre écran, il va y avoir des mots qui sont écrits. L'idée, c'est de donner la couleur dans laquelle ils sont écrits. On y va. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge et vert. Alors, vous voyez dans cet exercice que c'est pas si évident parce que de dire en fait la couleur du mot, parce que vous avez, comme vous lisez automatiquement le mot et qu'il y a le sens en fait de la couleur qui est écrite, qui vous apparaît dans votre cerveau, vous devez inhiber le chemin neuronal qui vous donne finalement la mauvaise réponse pour l'exercice. Et donc, vous sentez un peu cette difficulté qu'on peut avoir à donner la bonne réponse, c'est-à-dire la couleur du mot et pas la couleur écrite. Enfin, pas lire le mot écrit. Donc ça, évidemment, un enfant qui ne sait pas lire, il n'aura aucun problème à faire cet exercice, parce qu'il n'a pas le chemin neuronal qui s'active de la lecture. Voilà, mais nous, on l'a, et donc ce genre d'exercice, par exemple, permet de tester la capacité d'inhibition des gens. Donc pour renforcer votre système d'inhibition, il faut douter de son intuition et redouter ses erreurs possibles. Douter de son intuition et redouter ses erreurs possibles. Donc, autrement dit, parler, c'est mettre en prod. Voilà, comme dirait la grand-mère, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Donc, petite illustration du concept suivant. Donc, magnifique coup de golf.
où je le remets parce que je trouve ça juste magnifique. Parfaite puissance, analyse de la courbe pour pouvoir viser juste. Et ben, c'est un petit peu la même idée avec les biais cognitifs, c'est que comme vous êtes au courant que vous avez des biais cognitifs, vous savez en plus que vous allez avoir tendance peut-être à tomber dans les mêmes. Si vous connaissez bien, vous savez que vous pouvez avoir tendance peut-être à surestimer vos compétences ou sous-estimer vos compétences ou avoir trop confiance au groupe ou pas assez confiance au groupe. Ça, c'est des exemples, mais qui tiennent à la gouvernance grégaire, mais où il y a plein d'autres cas. Quand on se connaît et quand on sait aussi que par nature, on va avoir tendance à cause des biais cognitifs, à faire certains types d'erreurs, on peut anticiper ça pour tomber juste. Donc, par exemple, sur le biais de planification, on sait qu'on a tendance à sous-estimer ces estimations, donc on peut prendre un peu de marge pour anticiper les retards qu'il peut y avoir. Voilà, donc la victoire sur soi est la plus grande des victoires, ce que nous disait Platon. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ce soit quels que soient les domaines en fait de la vie, les difficultés, quand on fait du développement personnel ou quand on demande un coaching ou quel que soit le travail qu'on peut faire sur soi, notamment pour lutter contre ces biais cognitifs par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, comment dire, vous pouvez pas forcer quelqu'un à être plus intelligent. Vous pouvez pas forcer quelqu'un à travailler sur soi. Si quelqu'un n'a pas envie de changer, par exemple Donald Trump, qui reste dans ses biais, où il est sûr d'avoir gagné les élections, mais enfin bon, il fait peut-être semblant, on ne sait pas, mais en tout cas il est sûr qu'il est extraordinaire. Il est tellement récompensé par son attitude qu'il va probablement pas avoir intérêt à changer, qu'il va probablement pas changer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer, surtout s'il est récompensé par son attitude. Mais par contre, chacun de nous, si on le veut, on peut travailler sur soi, on peut réfléchir à ça, et on peut devenir plus intelligent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, faire moins d'erreurs et avoir des comportements beaucoup plus apaisés, beaucoup plus utiles aussi à la communauté. Voilà, merci pour votre attention.